Herman Smith Johansson, mieux connu sous le nom de Jack Rabbit, a été un grand développeur pour la région des Laurentides. Ce pionnier du ski de fond a propulsé la pratique de ce sport en Amérique et a contribué à l'essor touristique et économique des Laurentides en traçant la légendaire piste de ski Maple Leaf. Cette piste reliait tous les hôtels de la région et permettait de se déplacer de Labelle jusqu'à Shawbridge simplement en chaussant une paire de skis. Grâce aux images d'archives du Musée du ski des Laurentides, laissez-nous vous raconter l'histoire de celui que l'on surnommait affectueusement Jack Rabbit. Connaissez-vous Herman Smith Johansson? Peut-être que oui, peut-être que non. Connaissez-vous par contre Jack Rabbit? Ah oui, ça vous dit quelque chose, Jack Rabbit? Bien, c'est le même homme. C'est le même homme, Jack Rabbit, et Herman Smith Johansson. C'est un Norvégien. Il est né en Norvège, dans un petit village, en 1875. Dès l'âge de 2 ans, il savait mieux skier que marcher. Donc, il a continué à faire du ski. Il a grandi et il a décidé, à un moment donné, d'aller faire un cours d'ingénieur en Allemagne. Et puis, à ce moment-là, il a décidé de s'en venir en Amérique, le rêve américain. Alors, il s'est envenu aux États-Unis et s'est envenu plus particulièrement à Cleveland, Ohio. Et là, quelle était sa fonction? Sa fonction, c'était, si vous voulez, un représentant ou un vendeur de machinerie pour les scieries. Alors là, on l'a envoyé dans le nord de l'Ontario, puis le nord du Témiscamingue, et là, il a rencontré les cris. Mais lui, comme c'est un skieur, il se promenait en ski. Et les cris se promenaient en raquette. Et là, ils ont dit, « Oh, il est vite, il est pas mal vite. » On l'a appelé Wampo. Wampo, qui veut dire lièvre. Or, c'est devenu un lièvre. C'est devenu Rabbit. Et on a ajouté par la suite Jack. Pourquoi Jack? Jack, si vous voulez, en anglais, là, ça veut dire quelqu'un, c'est un bon gars. C'est un gars qui est prêt à rendre service. C'est un gars qui est de bonne humeur. Donc, c'est devenu Jack Rabbit, et c'est comme ça qu'il a été connu. Mais il n'est pas resté tout le temps en Ontario. Après ça, il s'est emmené dans le coin du Lake Placid, mais parce qu'il avait son bureau là. Et il est venu à Montréal. Il a installé un bureau à Montréal. Et là, qu'est-ce qu'il a rencontré à Montréal? Il a rencontré Douglas, qui était le président de la Canadian Ski Association, qui lui dit « Viens donc avec nous autres dans le Nord, viens donc avec nous autres à Shawbridge. » Ah, il les a suivis et il a découvert le Nord, il a découvert Shawbridge, il a découvert tous les gens qui faisaient du ski de fond, autour, etc. Mais 1929 fait faillite. Il n'y a plus rien. Il a presque 60 ans. Alors, qu'est-ce qu'il décide de faire? Il décide de s'en venir à Shawbridge, de louer une maison. Et là, il se déclare ingénieur de ski. Ingénieur de ski, ça veut dire quoi? Ça veut dire donner des cours de ski de fond. Ça veut dire aussi, par exemple, travailler à Montebello pour monter un saut en ski. Ça veut dire aussi aider ceux qui veulent partir d'un site de ski, comment le défricher, etc. Et là, tranquillement, et aussi, en se promenant, il commence à ouvrir des pistes de ski de fond. Fait que là, Jack Rabbit commence, si vous voulez, à s'impliquer à l'intérieur de la communauté. À ce moment-là, dans les années 32, 33, il y a beaucoup d'hôtels qui ont vu le jour. Des hôtels, pas des petits hôtels comme de village, mais des hôtels comme la Sapinière, comme l'Alpine Inn, etc. Et ils forment une association. C'est l'Association des hôteliers des Laurentides. Et là, ils s'aperçoivent d'une chose. Il se fait du ski de fond un peu partout, mais les pistes ne sont pas reliées. Donc, ils vont s'adresser à Jack Rabbit, puis ils vont lui dire, il faudrait développer un réseau de pistes de ski de fond. Pas un petit réseau qui partirait de Labelle jusqu'à Shawbridge. Alors, ils ont engagé Jack Rabbit pour faire cette piste. Mais le Canadien Pacifique aussi a embarqué là-dedans. Ils ont dit, bien là, tu vas te pouvoir promener gratuitement
en train, et il faut que la piste suive, soit proche des gares, soit proche si vous voulez, du chemin de fer du Canadien Pacifique qui montait jusqu'à Tremblant. Fait que là, Jack Rabbit a commencé. Il a commencé à développer. Et tranquillement, il a fait une piste qui part de Labelle, qui s'en va à Tremblant, qui passe par Grey Rocks, qui passe par Saint-Faustin, qui passe par Sainte-Agathe, qui passe par Val-Morin, qui va du côté de Sainte-Marguerite, qui revient à Sainte-Adèle, qui revient à Saint-Sauveur et ramasse Shawbridge. 90 km de ski de fond. C'est pas, si vous voulez, c'est long et c'est très difficile à faire durant une journée. Alors, pour pouvoir, si vous voulez, que les gens puissent se débrouiller, en plus de ça, il a publié un guide. Mais devinez quelle compagnie qui l'a subventionné, c'est la compagnie de cigarettes Sweet Caporal. Aujourd'hui, on ne verrait plus ça. Bon, donc, dans ce livre-là, qu'est-ce qu'on a? Bien, on a toutes les pistes. Parce qu'avec la Maple Leaf, toutes les autres pistes de ski sont toutes venues se rembrancher après la Maple Leaf, comme exactement, on a la route 11, 117, et tous les chemins secondaires viennent se rembrancher avec la route principale. Alors là, il a fait son livre, et puis aussi, il y a tous les sites de ski de fond, les sites de ski alpin, les principaux hôtels, etc. Alors, ça a été, si vous voulez, un grand succès. Et là, ça a donné ça, un essor au ski de fond. Le ski de fond est devenu très important. Parce qu'il n'y a pas eu uniquement lui. Il y en a d'autres qui l'ont... C'était, si vous voulez, un espèce d'exemple. Il y en a d'autres qui en ont fait. Il y a Dahlman qui a fait des cartes, etc. Fait que finalement, qu'est-ce que ça a conduit? Ça a conduit que, dans les Laurentides, on appelait ça le circuit Alouette. Alors, c'est les Américains qui avaient baptisé le circuit Alouette, qui avait plusieurs centaines de pistes de ski de fond. Jack Rabbit, si vous voulez, on a parlé de ces pistes, mais à ce moment-là, les pistes, on n'a pas beaucoup de matériel. Alors, il fallait qu'il parte avec sa scie, sa hache, etc. Et il pouvait, à certains endroits, il y a des gens qui y aidaient. On pouvait pas, à l'époque, on n'était pas équipé comme aujourd'hui de tracteurs, fait qu'il y a des chevaux qui pouvaient l'aider à un moment donné à déblayer, etc. Mais c'était beaucoup d'entretien, construire ces pistes-là. Et c'est quelque chose qui demandait beaucoup d'énergie. Mais aussi, il fallait les entretenir. Et en même temps, il fallait demander la permission aux colons, aux cultivateurs ou aux propriétaires de terrain pour passer sur le terrain. Alors, ce qui veut donc dire qu'il était à ce moment-là, il fallait être diplomate d'un côté, il fallait aussi être bon skieur, puis il fallait aussi être capable de voir à quelle place qu'on doit passer la piste. Est-ce que la piste de ski de fond doit s'en aller directement jusqu'en haut, ou si vous marquez des pistes de ski de fond, ils vont s'en aller en zigzagant, puis ils vont descendre en zigzagant. Donc, ça prend quelqu'un qui connaît le ski, en même temps qui connaît l'équipement, et puis qui est capable, si vous voulez, de construire une piste qui pourrait être utilisée pour, pas nécessairement tout le monde, mais au moins un skieur moyen peut passer peut utiliser ces pistes-là. Alors, c'est tout si vous voulez, un travail d'organisation. Malheureusement, la guerre est arrivée. Alors, la guerre arrivant, les trains de neige qui circulaient, qui amenaient beaucoup de skieurs, ont arrêté en 1939. En même temps, on avait inventé en 1932-1933 le monte-pente à câble. Et là, il y a des gens qui ont délaissé le ski de fond pour faire du ski alpin qui est devenu de plus en plus populaire. Et puis, bien, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que aussi, avec l'automobile, bien là, le ski de fond est devenu moins populaire. Ce qui fait que dans les années 55, 60, il est redevenu beaucoup moins populaire. Là, je peux vous raconter une anecdote personnelle, parce qu'à ce âge-là, moi, j'avais 15 à 16 ans, 17 ans, et chaque année, durant les vacances de Noël, on partait d'Ivry, puis on se rendrait des fois jusqu'à Saint-Sauveur ou Sainte-Adèle. Mais là, on était obligé d'ouvrir la Maple Leaf, il n'y avait personne qui avait passé. Donc, le ski de fond, si vous voulez, a diminué. Et Jack Rabbit,
lui, Jack Rabbit, on raconte, sa fille raconte qu'il se tenait en bas des pentes de ski, puis il criait, il disait, les gens qui font du ski alpin, c'est pas du vrai ski. Le vrai ski, c'est aller dans la montagne, c'est monter, c'est descendre, etc. Donc, le ski alpin a remporté, si vous voulez, est devenu de plus en plus populaire. Le ski de fond. Le ski de fond, vous savez, dans les années 65, il y a une espèce de retour à la terre, un retour de revenir en campagne, vivre le plein air, etc. Et en 67, à l'occasion du centenaire de la Confédération, on a fait, si vous voulez, une course, qui n'en était pas une en réalité, de Gatineau, de La Chute à Gatineau. Ça veut dire qu'une course, oui, mais tout le monde pouvait participer, et il y a des gens qui faisaient juste un bout, etc. Donc, ça a donné de la publicité au ski de fond. Et là, le ski de fond est redevenu populaire. D'autant plus que Jack Rabbit est allé, et Jack Rabbit était, si vous voulez, devenu l'espèce de personne qui incarnait le ski de fond. Quelques années plus tard, en 76, imaginez-vous, Jack Rabbit, il avait 100 ans. 100 ans, puis il était encore en ski. Et là, on a fait revivre le train de neige. On l'a fait revivre pour une journée. Le train de neige est parti du côté de Rigaud et s'est envenu jusqu'à Val-David. Et là, on a fêté Jack Rabbit. On a eu des grands discours à la Sapinière. Il y a eu un repas. Et il y en a qui ont continué en ski puis qui ont descendu jusqu'à Val-Moret en ski de fond. Ça, si vous voulez, ces deux événements ont fait en sorte que le ski de fond est redevenu à la mode. Et si on ajoute à ceci que le ski alpin est devenu de plus en plus... c'est-à-dire qu'on a eu de fabrication de la neige, etc., ça veut dire que les petits sites de ski ne pouvaient plus survivre. Alors là, le ski de fond a repris de sa forme. Et c'est là que Jack Rabbit est devenu l'espèce d'icône, l'espèce de personne qui avait eu deux vies, si vous voulez, qui a eu une vie dans les années 30 avec la Maple Leaf et qui a eu une vie dans les années 70-80 avec le retour en force du ski de fond. Et là, Jack Rabbit, croyez-moi ou non, il a vécu jusqu'à 111 ans. Mais il n'est pas mort au Québec. Il était parti en Norvège revoir les lieux de son enfance avec sa fille, Alice Smith Johansson. Et là, il est mort là-bas, 111 ans. Or, c'est probablement... Et là, il s'est devenu, et encore aujourd'hui, quand on parle de Jack Rabbit, on ne parle pas uniquement du ski de fond. On parle d'un homme qui aimait la nature et qui a bien vécu et qui a profité de la vie, oui, mais qui a été capable aussi en maintenant de se maintenir, comme on dit, mens sana in corpore sane. Alors, voilà, c'est l'histoire de Emman Smith Johansson, dit Jack Rabbit.